Le Café Perco a ouvert ses portes le 1er juillet 2016. Ça fait donc environ 1 an et quelques mois qu'on est ouvert. Puis à date, c'est une super belle aventure. J'aurais pas pu espérer mieux. Le nom Café Perco, en fait, à l'époque, j'écoutais vraiment beaucoup l'émission Friends. Puis je voulais essayer de faire un clin d'œil à Friends. Puis c'était en essayant de réfléchir au nom du café dans Friends, c'est Central Perk. Puis c'est en réfléchissant que j'ai fait « Ah, Perk, Perco », c'est un clin d'œil, en même temps c'est un percolateur. Puis j'aime beaucoup l'expression en anglais, les perks, les petites choses qui te rendent heureuse dans la vie. Fait que je trouvais que ça faisait un beau nom comme ça. Et j'ai même fait exprès d'acheter des gros divans bleus, poudre capitonnée, pour faire un clin d'œil à Friends aussi. Au Perco, c'est super important pour moi de faire affaire avec des commerçants locaux. Donc la majorité, presque la totalité de mes produits viennent de marchés locaux autour du café. Mon café vient de chez Kittel, torréfacteur dans Rosemont. J'ai des juloupes, des Luxia Kombucha, j'ai des gâteaux de chez Mademoiselle Gâteau, des gâteaux de chez Dave Plant, des petits biscuits qui sont faits par un gars dans Hochelaga. J'ai même de la papeterie, des t-shirts. J'aime ça le marché local. Je pense que c'est le futur du commerce. Puis on essaie de l'encourager le plus possible au Perco. Je voulais avoir à Montréal, c'était un café avec le meilleur des deux mondes. Où est-ce que tu peux boire un bon café et où est-ce que tu as l'espace et que tu te sens bienvenu pour venir travailler. Initialement, c'était juste un rêve, un projet de retraite. Mais après 3 ans de pratique comme avocate, je me suis rendu compte que ça ne répondait pas tant à mes attentes de la profession, que ça me rendait pas heureuse. Alors, j'ai décidé de faire le saut puis de prendre ma retraite plus tôt que prévu. Et donc, en octobre 2015, je me suis mis à temps plein sur le Café Perco. Et 1er juillet 2016, on ouvrait nos portes. Et depuis 1 an, ça va super bien. Et je ne regrette pas une seule journée ma décision d'avoir quitté la profession. En tant qu'avocate, j'avais l'impression que j'avais une capacité limitée de faire un changement dans la vie des gens. C'est sûr que tu as une connaissance juridique, puis tu peux les défendre leurs droits, mais je trouvais que quand même, c'était toujours limité, puis que les gens ne sont pas nécessairement satisfaits de la conclusion. Tu peux avoir un jugement qui est positif pour toi, mais tu n'es pas content. Les gens, avoir affaire avec un avocat, c'est pas joyeux. On arrive dans des moments de conflit. Puis ça, je trouvais ça difficile beaucoup parce que un peu le droit, ce que je voulais, moi, c'était faire un changement dans la vie des gens, un peu aider la veuve et l'orphelin. Puis quand tu arrives dans la pratique, c'est moins direct. J'ai plus l'impression de faire un impact dans la vie des gens avec mon café qu'en étant avocate. Il y a beaucoup de gens, j'ai des gens qui viennent me dire merci d'avoir créé un espace, par exemple, qui se sentent accueillis. J'invite les mamans à venir avec leur bébé, puis de sortir, par exemple, de l'isolement, des congés de maternité, puis sont bien heureuses. Je dis aussi très fort qu'on est contre l'homophobie, contre la transphobie, on a notre petit drapeau, on célèbre la fierté, puis j'ai fait par exprès de mettre des toilettes sans genre pour pas que personne se sente obligé ou forcé de prendre une toilette ou une autre. Et aussi pour encourager n'importe quelle personne à échanger son bébé. C'est pas parce que t'es pas de sexe féminin, traditionnellement, t'es pas une maman, tu n'as pas charge d'un enfant, par exemple. Donc, en créant cet espace-là, j'ai l'impression d'avoir un impact plus direct dans la vie des gens, d'une certaine façon, qu'en étant avocat. Dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup de personnes qui remettent en question peut-être un peu notre système de justice, se demandent si la justice existe. Je pense que quelque chose que tu apprends très tôt en droit, c'est qu'il y a une différence entre la justice avec un grand J, où est-ce qu'on les gentils gagnent, puis les méchants sont punis, puis la justice en tant que système judiciaire. Pour avoir étudié notre système criminel, c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, mais je crois que comment c'est fait en ce moment, c'est juste. Je crois que le problème vient plutôt de peut-être la formation des personnes dans le système juridique, plutôt que du système en soi. Par exemple, un policier qui ne va pas correctement interroger une femme, une personne qui a été victime d'une agression sexuelle, puis qui va lui poser des questions par rapport à ses vêtements, ses habitudes et tout. Je veux dire, dans le système, la loi est faite de sorte que le fait qu'une victime d'agression sexuelle ait été habillée, ait été intoxiquée ou qu'on regarde ses habitudes de vie, ne sont pas supposés de rentrer en compte dans le jugement final. C'est ce que dit la jurisprudence, par exemple.
Mais est-ce que ça empêche le policier qui pose ces questions-là? Le problème ne vient pas de la loi, il vient de ce policier-là qui a l'éducation, la mentalité qui doit poser ces questions-là pour comprendre la situation. Je pense que souvent, on met la faute sur le système juridique. Puis moi, je trouve que le problème vient plus de l'éducation des gens en amont. Puis peut-être que c'est en tant que juriste, là, mais des fois, ça m'énerve de déresponsabiliser les gens, puis de mettre tout le temps ça sur le dos du système, alors que, quelque part, il y a une culture aussi derrière ça qui est plus problématique que le système en soi. Le crime de l'agression sexuelle ou du harcèlement sexuel, je trouve que c'est un crime qui est difficile, que j'ai de la misère à réconcilier entre la femme en moi et la juriste en moi. La juriste en moi comprend qu'il y a une présomption d'innocence, qu'elle existe pour une raison, qu'il faut protéger les innocents. C'est là pour ça, cette règle-là, qu'on veut pas qu'il y ait d'abus, une preuve d'innocence, c'est difficile, puis c'est des systèmes juridiques totalement différents qui ont quand même des avantages par rapport à la présomption d'innocence, mais il y a aussi la femme de mon côté, en moi, qui se dit, mon Dieu, mais si je vis ça, puis qu'il faut que je démontre une agression, puis la complexité d'aller démontrer ça aussi, c'est pas quelque chose généralement qui est sur cassette, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Là, le critère de hors de tous deux de raisonnable devient vraiment difficile. Aujourd'hui, j'ai pas la solution. J'aimerais ça. Je pense qu'il y a des juristes qui devraient se pencher sur la question, puis je pense que si le système pourrait être modifié quelque part, peut-être que ça serait là. L'une des choses qu'on t'encourage à faire comme jeune avocat, c'est de t'impliquer quelque part pour aller faire des liens, pour rencontrer des gens, faire des clients, ou quoi que ce soit. Je me rappelle que j'étais encore stagiaire en droit et je suis allée à la journée de la visibilité lesbienne au Centre de la jeunesse à côté ici. Puis il y avait Martine Roy qui avait présenté justement sur le fait d'être out au travail, puis comment c'était important. Puis ça m'avait beaucoup touchée puisqu'à ce moment-là, j'étais dans le placard au travail et que j'avais l'impression que j'étais justement dans un milieu avocat un peu conservateur. Donc, je me suis dit, tant qu'à m'impliquer dans quelque chose, je veux m'impliquer dans quelque chose qui me tient à cœur. J'ai écrit un courriel à Martine, puis j'ai dit, je suis une jeune avocate, j'ai du temps à donner, est-ce que je pourrais aider avec Fierté au Travail Canada? Donc, je me suis jointe, je pense que c'était en 2012, comme bénévole. 6 mois après, il y a eu des élections sur le conseil d'administration. J'ai décidé de me présenter. J'ai été nommée représentante du Québec avec Martine pour Fierté au Travail Canada. J'ai été sur le CA pendant 3 ans. La seule raison pour laquelle j'ai quitté, c'est que j'ai ouvert mon commerce. Donc là, ça est devenu difficile un peu à gérer toutes mes responsabilités. Et cette année, il y a quelques mois, Fierté au Travail Canada est venu me voir et on dit on aimerait ça encore avoir de ton aide. On aurait un poste à t'offrir, puisque dans ta situation, peut-être que le bénévolat, c'était plus compliqué comme jeune entrepreneur. Donc, j'ai accepté le poste d'adjointe à la programmation. J'ai senti le besoin de m'impliquer, surtout moi, par rapport à ma profession. Donc, dans le domaine du droit, faut dire que le barreau, par exemple, même à ce jour, il n'y a pas encore de regroupement d'avocats et avocates gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels, transgenres. C'est en développement, mais c'est pas encore là. À l'université non plus, à mon époque, quand j'étais à l'Université de Montréal, dans les environs 2010, ça n'existait pas. Il n'y a pas de regroupement. On n'en parlait pas. Donc, c'était important pour moi d'essayer de faire quelque chose pour ça. J'avais l'impression que la communauté LGBT au complet était totalement absente de ma profession. Puis, moi, ça avait un impact sur mon bien-être au travail. Puis je me suis dit que c'était une cause qui était importante, surtout qu'en tant qu'avocat, tu passes tellement de temps au travail, c'est important d'être bien dans ton milieu. Ça m'est arrivé d'entendre des commentaires, pas sur ma personne directement, mais d'entendre des commentaires d'avocats plus âgés sur l'homosexualité en général, des choses aberrantes du genre l'homosexualité, c'est une maladie, ça. La personne n'est pas nécessairement comme homophobe puis anti-gay, c'est juste que cette personne-là avait aucune espèce d'idée que c'était quoi l'homosexualité, puis elle n'avait jamais été exposée à ça. C'est là que je trouve que, dans ce genre de situation-là, que le rôle de Fierté au Travail Canada, des organismes comme ça, d'en parler, puis d'inclure ces gens-là dans la conversation, ça l'aide pour les milieux de travail. Puis dans le domaine du droit aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes sont majoritaires dans les universités, mais dans la profession, c'est encore une majorité d'hommes.
ça va être des hommes, les associés, ceux qui vont diriger généralement. Puis les femmes, ça va être soit les plus jeunes, ça va être les plus jeunes avocates. Puis il y avait une avocate qui était plus senior à mon bureau que moi j'ai croisée dans un party lesbienne. On s'est dit bonjour, mais elle m'a demandé spécifiquement de ne pas mentionner qu'on s'était vu à ce party-là, par exemple. Parce qu'elle, elle voulait pas sortir du placard. Elle me disait en fait qu'elle voulait pas parler de sa vie personnelle au travail et donc que je devais pas le mentionner. Donc, ça démontre qu'il y a encore du travail à faire, malheureusement, pour la visibilité. Dans l'alphabet, je m'identifie avec le L, le lesbienne. Est-ce qu'on est assez visible aujourd'hui? Je dirais que depuis mon coming out à moi-même, qui était à peu près quand j'avais 22 ans, puis maintenant j'en ai 29, j'ai vu une évolution assez impressionnante, puis ça me donne beaucoup espoir. On est passé de rien du tout quand j'avais 22 ans, au Québec en tout cas. On n'avait rien à de plus en plus des modèles à la télévision, des gens qui font des coming out, féminin, l'STW, même les personnages lesbiennes dans les téléséries québécoises qui commencent à apparaître. Je trouve ça fabuleux. Il reste encore du travail à faire. Je pense que les femmes sont moins visibles dans la communauté. Dans les événements de Fierté au Travail Canada, de la Fierté, de différentes organisations que j'ai visitées, c'est ce qui me choque toujours. C'est des hommes en complet. Puis les femmes, on ne sait pas son où. On m'a souvent demandé d'aller en chercher, même comme femme lesbienne, d'aller chercher des lesbiennes, d'aller chercher des femmes. Puis c'est difficile. Et pourquoi? Je n'ai pas encore la réponse. J'aimerais ça qu'il y en ait plus. Puis je vais toujours continuer à aller vers les femmes, les encourager à s'impliquer pour qu'on se fasse une place puis qu'un jour on ait la parité dans la communauté. Be happy for this pride, there is no more to hide. Now show me your deep side, come and find my weak side. I want you by my side, together it's a vibe, it's ever by my side.